Bonjour à tous, bienvenue en fait à ce webinaire, et je vous remercie d'être présent sur cette conférence. Je suis donc Rania Wared, directrice grand compte au sein de la formation continue de Centrale Supélec. Aujourd'hui, en fait, on a un sujet qui, à mon avis, est fortement d'actualité, lié forcément à cette crise sanitaire. Est-ce que l'agilité et la résilience dans les supply chains, quelles sont les bonnes questions à se poser? Mais avant tout, je voudrais simplement vous présenter très brièvement sur quoi en fait intervient la formation continue, puisque vous avez la thématique supply chain bien évidemment, mais vous avez aussi d'autres thématiques que je vous présenterai. Avant tout, en fait, nos intervenants et nos experts en fait sur cette conférence, vous aurez donc Bruno Croizat, qui est le responsable pédagogique de notre parcours certifiant au sein de Centrale Supélec, qui est donc enseignant, formateur et coach. Et puis un co-responsable qui est en fait Yves Dallery, directeur de la supply chain à Centrale Supélec et associé au sein d'un cabinet Diagma, cabinet de conseil en supply chain. Donc très brièvement, quelles sont les thématiques que l'on aborde sur des parcours sur mesure ou des parcours sur étagère, puisque l'on peut effectivement adapter en fait une offre à vos besoins spécifiques. Donc les grandes thématiques de nos programmes sur mesure sont bien sûr tout ce qui est un peu transformation de l'entreprise, hein, tout ce qui est new business model, tout ce qui est leadership, management, sur la gestion des hommes, hein, puisqu'on forme aussi on met en place des parcours en fait pour des hauts potentiels, par exemple. Vous avez tout ce qui est les domaines des systèmes d'information, tout ce qui est la technologie du numérique, donc le cloud, le big data, l'intelligence artificielle, tout ce qui est aussi architecture en fait DSI. Et puis les processus opérationnels, où là on va retrouver en fait l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est méthode Lean Six Sigma, Lean Management, mais on va y retrouver justement notre thématique en supply chain management et les achats. Et puis une de nos grandes expertises également, c'est surtout les approches en management de projet, où on propose effectivement des outils, des méthodes, et puis les approches agiles et tout ce qui est durabilité. Donc, on va aller au cœur du sujet qui porte en fait sur l'agilité et la résilience de la supply chain. Je vais donc laisser la parole à Bruno Croizat, l'un de nos experts en fait sur cette thématique. Alors bonjour à tous. Juste avant d'arriver au cœur de la thématique, je vais vous partager très rapidement quelques éléments sur notre offre en supply chain, notre offre de formation continue en supply chain. Première chose importante à partager avec vous, c'est tout ce qu'on fait en formation continue à Centrale Supélec Executive Education est directement connecté à l'école d'ingénieurs Centrale Supélec, à l'enseignement supérieur, au laboratoire de recherche qu'on trouve à l'école, et notamment dans le cadre d'une chaire supply chain qui tourne depuis 13 ans, avec un certain nombre d'entreprises partenaires que vous voyez là sur le slide, sachant que dans le cadre de cette chaire, il y a bien sûr des thématiques très centrées sur l'innovation et la recherche, mais il y a aussi tout un pôle autour du développement des compétences qui nous amène à construire des parcours de formation sur mesure pour les partenaires de la chaire et à animer des modules de formation, à réaliser des interventions autour de cet enjeu du développement de compétences sur ces thématiques de supply chain. Alors, notre offre, elle est notamment centrée sur le parcours qu'évoquait Rania, le parcours certifiant, Executive Certificate en Supply Chain, qui est un parcours sur une dizaine de jours qui aborde les thématiques que vous voyez là, les grandes thématiques, les grands enjeux du management de la supply chain, les grands processus. C'est un parcours qui est proposé d'abord en version inter-entreprise, c'est-à-dire que les participants peuvent suivre l'intégralité du parcours pour aller chercher la certification au bout des 10 modules. Mais les modules sont également accessibles en inter-entreprise
à l'unité pour des participants qui veulent développer les compétences sur la partie logistique physique ou sur le SNOP, par exemple, en inter-entreprise, mais le parcours ou les modules peuvent également se décliner en intra-entreprise et on anime régulièrement en intra certaines des thématiques. L'overview, par exemple, sur les fondamentaux de la supply chain, ou le SNOP. Le SNOP, c'est typiquement la thématique qui fait du sens à être traitée en intra-entreprise avec un comité de direction ou des managers de différentes fonctions qui vont être de toute façon concernés et embarqués dans l'aventure SNOP. On est une petite équipe en fait de formateurs, on est 5 intervenants sur ces thématiques de supply chain et chacun des intervenants, des formateurs ayant une expérience conséquente dans le domaine et notamment en entreprise. En intra, cette fois, non pas un module sur étagère comme ceux qu'on peut prendre dans le parcours exécutif certificate, mais vraiment sur des formations construites sur mesure. Notre approche, c'est de partir sur de la co-construction et souvent sur de la co-animation avec l'entreprise cliente pour vraiment designer une offre complètement adaptée aux enjeux, aux populations supply chain auprès de qui on va s'adresser. Donc vous avez là quelques exemples de réalisation. Un module pour Carrefour vraiment dédié sur les spécificités de la supply chain, des enjeux de la chaîne de valeur dans la distribution. Un module chez PSA qui a tourné de nombreuses années sur tout ce qui touche à la planification. Prévision de la demande chez Sanofi. À chaque fois, on est sur des formats, en tout cas pour ceux que je vous montre là, qui sont sur des formats de 2 jours temps plein. Et puis, l'exemple de Safran, pour qui on a construit un module dédié à l'encadrement intermédiaire du groupe Safran pour monter en compétence sur les enjeux supply chain. Mais je vais laisser Philippe Gaulier, qui est le directeur supply chain du groupe Safran, vous expliquer très succinctement la façon dont on a travaillé ensemble à la réalisation de cette formation. Lors de la mise en œuvre du supply chain management chez Safran, nous avons été amenés à faire connaître cette nouvelle approche aux managers. Dans le cadre du projet, nous avions défini tout le référentiel de supply chain management, les parcours de formation, mais il nous fallait une formation à la fois courte mais percutante, afin que les managers comprennent bien les basiques, peu de temps, et facilitent l'engagement de leurs opérationnels dans cette démarche. Safran étant membre de la chaire supply chain centrale Supélec, nous sommes naturellement orientés vers l'executive education pour élaborer cette formation. Dans un premier temps, nous avons établi le fil conducteur de la formation. Nous avons construit l'ensemble du contenu avec ses différentes séquences de théorie et d'exercices pratiques. Cette formation sur 2 jours est animée par une personne de l'executive education centrale Supélec et j'interviens personnellement en fin de première journée pour présenter la supply chain Safran avec son contexte, ses enjeux et surtout des exemples pour ancrer la notion de supply chain management. Voilà, donc ce format de co-construction et de co-animation marche vraiment bien. On apporte du côté de Centrale Supélec les bonnes pratiques, de la prise de recul, de l'ouverture, et puis tout ça est contextualisé par le co-animateur de l'entreprise cliente. Et du coup, l'alternance de séquences ou le jeu à 2 comme ça fonctionne bien et permet d'avoir des atterrissages concrets post-formation pour les participants. Ensuite, et pour terminer, on a aussi une offre de formation qui touche les populations non supply chain. Et on sait à quel point c'est important d'embarquer les autres fonctions de l'entreprise jusqu'au top management sur les enjeux de la supply chain, sur les enjeux d'une vision globale end-to-end de la chaîne de valeur. Et on a assez souvent effectivement des interventions, alors soit sous format formation, mais plus souvent sous un format un peu différent, d'actions de sensibilisation ou de séminaires
pour semer la graine du supply chain management auprès des populations qui ne font pas partie de la fonction supply chain ni des opérations. Deux exemples de réalisation. La dernière chez Air Liquide, qui a été menée le mois dernier, avec une Learning Expedition pour une des branches, une des divisions d'Air Liquide, pour l'ensemble du top management des comités de direction de la zone Europe, avec un format assez original et qui a vraiment bien fonctionné. Une soixantaine de participants en distanciel, bien sûr, avec deux demi-journées. Une première journée où Centrale Supélec a beaucoup pris la parole pour apporter du contenu, passer des messages autour de la collaboration, de l'agilité, des grands processus supply chain, de la RSE, pour permettre une prise de recul, une ouverture et une inspiration des participants. Et ensuite, un deuxième temps dans lequel on a été aussi, nous, directement acteurs, nous, Centrale Supélec, avec nos relais d'Air Liquide, pour co-animer des workshops auprès des participants, de façon à atterrir ces messages dans leur feuille de route et de façon à ce qu'ils prennent un peu plus en compte et un peu mieux en compte les enjeux supply chain dans le plan stratégique de cette division d'Air Liquide. Donc voilà un format qui a très très bien fonctionné. Et puis un dernier exemple qui est un module qui tourne dans le groupe LVMH, là aussi à destination de populations non supply chain, soit des comités de direction des maisons du groupe, soit des managers intermaisons sur un format cette fois plus standard formation sur une durée d'une journée et demie, qui est un module qui est réellement plébiscité par LVMH et qui a été référencé à la LVMH House, c'est-à-dire les formations, les top formations incontournables proposées aux exécutifs, au comité de direction du groupe et des maisons LVMH. Et là aussi, je vais laisser la parole à Stéphanie Roth, directrice supply chain groupe LVMH, pour vous dire quelques mots de cette formation. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Roth, en charge de supply chain manufacturing au sein du groupe LVMH et ravie de participer aujourd'hui au webinaire Executive Education de Centrale Supélec. Je vais vous parler en quelques mots du programme que nous avons développé avec la chaire Centrale Supélec, donc LVMH, la chaire Centrale Supélec, programme qui s'appelle Supply Chain for Business Leaders et qui se joue aujourd'hui au sein de LVMH, au sein de la LVMH House, qui est une entité de Learning and Development qui s'adresse aux senior executives de ce groupe. Donc, notre programme aujourd'hui, son objectif, c'est un objectif de développement du leadership par une meilleure compréhension des enjeux de la supply chain end-to-end et en particulier des leviers de collaboration et d'agilité pour une performance plus durable. Il est donc adressé au comité de direction des maisons du groupe LVMH, donc des entités constitutives du groupe LVMH, bien sûr, les profils non supply chain, non opération, donc directeur, sales, marketing, HR, digital, finance. Nous l'avons co-construit avec la chaire Centrale Supélec et nous co-facilitons aujourd'hui avec Yves Dallery, que je profite ici pour remercier chaleureusement. Donc, nous facilitons à la fois en mode présentiel et depuis l'année dernière en mode distanciel. Voilà, donc Stéphanie Roth a évoqué notamment cette notion d'agilité qui est abordée dans cette formation. Et je vais laisser la parole à Yves pour intervenir directement sur cette thématique d'agilité et de résilience. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, la vidéo de Stéphanie fait bien la transition avec le thème qu'on va aborder, puisque comme vous l'avez vu, c'est un des thèmes essentiels qu'on couvre dans cette formation LVMH et qu'on couvre de plus en plus dans nos formations. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'intitulé de ce webinaire, les bonnes questions à se poser.
Je vais juste vous présenter un petit slide d'introduction pour lancer un petit peu la discussion, et puis on regardera un petit peu, à mon sens, un déroulé des bonnes questions. J'essaierai de vous illustrer un petit peu chacune des questions de façon assez concrète. Voilà, alors déjà en introduction, donc dans le titre, on a mis agilité et résilience. Je vous ai remis, alors il y a plein de définitions d'agilité et de résilience. Je vous en ai mis deux, on pourrait en mettre une liste très grande. On a souvent tendance à associer l'agilité à une réponse, à une demande qui change, et la résilience plutôt à une réponse à un événement interne, une ligne de production qui fonctionne plus, un fournisseur qui a fait faillite, etc. En fait, au sens large, tout ça, c'est ce qu'on va appeler des situations auxquelles les supply chains ont à faire face. Et dans tout ce qui suit, je vais utiliser uniquement le terme agilité, mais prenez-le dans son sens le plus large qui couvre évidemment toutes les notions de résilience. Voilà. Et je ne pouvais pas ne pas rappeler la citation de Charles Darwin qui nous a pas attendu en supply chain pour parler d'agilité et d'adaptabilité depuis très longtemps. Donc, je vous ai remis sa citation, même s'il y a débat sur est-ce que c'est vraiment lui qui a prononcé cette citation, mais en tout cas, elle résume bien ce qu'il a mis en évidence, et quelque part, ça se décline, ça s'adapte très bien à nos business modèles actuels et à nos supply chains. Donc, je vais parcourir, j'ai pris le parti de ne pas vous montrer une démarche, pas vous montrer une méthode en tant que telle, mais plutôt de dire, avant de vous lancer dans une transformation autour de l'agilité, quelles sont les bonnes questions à se poser. Et j'en ai retenu un certain nombre qui me paraissent toutes importantes pour poser bien le décor et être sûr que quand on va mettre en place ces transformations, on va avoir abordé toutes ces questions qui me paraissent essentielles, et que je vais illustrer par un petit exemple de supply chain pour être le plus concret possible. Voilà. Donc la première question qui revient à ce que j'ai mis en introduction, c'est avant de savoir si une supply chain est agile ou pas agile, il faut d'abord se poser la question de mais quelles sont les situations pour lesquelles on souhaite être agile. Parce qu'une supply chain, elle peut être agile pour certaines situations, pas pour d'autres. Donc avant de savoir si notre supply chain est agile, il faut savoir quelles sont les situations qu'on pense avoir à faire face dans les mois et les années à venir pour s'y préparer au mieux. Donc, si je vous montre le petit exemple du supply chain un petit peu fictif, je n'ai pas voulu prendre une entreprise en particulier, mais de façon un peu générique, vous voyez les classiques de source make deliver, donc tout ce qui est fait chez des fournisseurs et qui sont amenés chez moi, tout ce qui est fait en interne de production, et puis toute la partie distribution vers des clients finaux, que ce soit en B2B, en B2C, et si c'est en B2C, est-ce que c'est via les magasins, est-ce que c'est via du e-commerce pour aller vers les clients finaux. Et donc tout ce qui peut déstabiliser cette supply chain et qui peut demander, qui peut être des situations qui requièrent de l'agilité, c'est soit des situations liées directement à la demande, comme j'en parlais tout à l'heure. Là, vous pouvez avoir tout, vous pouvez avoir une demande mondiale qui monte sur tous vos produits. Vous pouvez avoir une demande qui monte seulement sur certains produits et qui peut-être par compensation baisse sur d'autres. Vous pouvez avoir une demande qui monte dans certaines régions, comme par exemple sur cette partie ici, ou bien qui baisse dans d'autres. Donc ça peut être des vases communicants un petit peu là-dedans. Et puis, vous pouvez avoir une demande qui augmente beaucoup au niveau de l'e-commerce et qui baisse au niveau du magasin. C'est évidemment ce qu'on a connu, en particulier dans la phase de Covid, où à un moment donné, les magasins étaient fermés et le seul canal qui restait pour les industriels et pour les distributeurs, c'était le e-commerce qui a été énormément boosté. Il y a eu des multiplications de chiffres de e-commerce dans des ratios jusqu'à 1 à 10 par rapport à avant la crise, parce que ça devenait le seul canal. Quand les magasins vont plus rouvrir, on va avoir un rééquilibre, mais c'est clair qu'on a un transfert vers le e-commerce qui va rester de façon permanente. Et puis, ça peut être aussi des problèmes internes à la supply chain, des problèmes de production, une ligne de production qui tombe en panne,
une grève, des problèmes de qualité, des problèmes chez mes fournisseurs, donc toute cette chaîne de valeur ici, ou des problèmes de transport, quand c'est du maritime, du grand import, etc., qui peuvent créer des situations qui demandent de l'agilité. Dans la thématique d'agilité, il faut couvrir tout ça, donc il faut se poser toutes ces questions de quelles sont les situations, posons bien les situations, et ça on discute avec tous les acteurs de l'entreprise. Derrière, avant d'aller plus loin, il faut savoir, mais l'agilité, comment est-ce qu'on le mesure? Donc, il y a des mesures d'agilité, il y a une mesure classique qui a été mise en place par l'organisme SCORE qui s'applique aux demandes en disant, tiens, si j'ai une demande qui augmente de X%, combien je mets de temps à revenir à une situation où mes clients sont satisfaits à nouveau, comme j'ai satisfait normalement. Nous, on a étendu cette mesure, que ça s'applique aussi à toutes les situations qui peuvent se produire dans une entreprise. Mais donc, deuxième question, comment est-ce qu'on va mesurer l'agilité? Troisième question, avant de savoir si on a quoi que ce soit à faire, on prend les différentes situations et on regarde si notre supply chain est agile. Donc ça demande à construire des modèles d'agilité. Nous, dans le cadre de la chaire, on a construit un modèle d'agilité assez générique qui nous permet d'évaluer cette agilité dans le cas nominal pour l'instant. Derrière, on va aller chercher les leviers qui vont pouvoir améliorer cette agilité. Donc les leviers classiques qu'on va chercher en agilité, c'est est-ce que si j'ai plus de capacité, est-ce que je vais être plus agile? Est-ce que si je suis capable de réduire mes lead time, est-ce que je vais être plus agile? Est-ce que si j'ai des stocks mieux positionnés, est-ce que je vais être plus agile? Donc ça, c'est les grands classiques pour aller chercher de l'agilité. Et ça, vous pouvez vous poser la question, évidemment, partout. Hein, quand je dis si j'ai un peu plus de capacité, ça peut être partout où j'ai de la production. En lead time, ça peut être de la production, ça peut être du transport, ça peut être des leviers d'agilité aussi dans vos entrepôts de distribution. Donc partout où il y a des notions capacitaires ou des notions de lead time, ou bien des positionnements de stock. Est-ce qu'on a les bons positionnements de stock? Est-ce qu'il faut mettre plus de stock? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose au niveau levier. Et puis là, j'ai cité les leviers physiques, mais il y a d'autres leviers. Il y a des leviers plutôt liés à la prise de décision et au pilotage. Est-ce qu'on peut être plus réactif, plus rapide? Et on a bien vu les enjeux pendant la crise Covid de prendre les décisions plus rapidement pour être agile plus rapidement. Donc c'est un mix de leviers physiques et de leviers de prise de décision. Donc le levier de prise de décision, c'est accélérer ma fréquence peut-être à laquelle je vais regarder mes décisions. On y reviendra quand on parlera de SNOP tout à l'heure. Ou bien réduire mon lead time de décision en réduisant l'IR strat et en étant plus rapide pour aller donner le go à une prise de décision. Voilà. Après, il y a un enjeu important quand on met en place des leviers d'agilité, c'est de savoir si on parie plutôt sur des leviers d'anticipation ou des leviers de réaction. Donc, si je vous reprends l'exemple simple de la capacité, donc si je suis par exemple ici sur cet atelier qui fabrique des modules, des sous-assemblages qui vont passer après dans l'assemblage final, j'ai une capacité nominale qui certainement déjà a un petit peu de safety dedans pour les petits soucis du quotidien, mais là je me pose la question de s'il m'arrive un relativement gros souci, par exemple une demande qui augmente de façon significative et de façon pérenne, comment je vais aller pouvoir jouer sur un levier d'agilité qui serait ma capacité. Et là se pose la question de est-ce que je vais l'avoir anticipé, c'est-à-dire mis en place un genre de safety capacity qui ne va pas être très utile
tant que je ne rencontre pas ce souci de cette situation particulière auquel je veux faire face, auquel cas c'est plus facile parce que je vais l'avoir mis en place à l'avance et il sera présent le jour venu, mais évidemment, je vais avoir un genre de safety capacity qui, quelque part, tant que la situation n'arrive pas, ne me sert pas à grand-chose et quelque part me coûte quelque chose. On aura aux notions de coût derrière. Ou bien un levier de réaction, c'est-à-dire je vais me préparer, mais je ne vais pas me mettre en œuvre, je vais me préparer à dire si ça arrive, eh bien, comment est-ce que je peux faire pour rapidement mettre en place une augmentation de capacité. Donc, il n'y a pas de bon et mauvais choix, il faut étudier un petit peu les deux, dans quelle situation, dans quel contexte vous êtes, dans quel type d'industrie. Est-ce que c'est facile de mettre en place un levier réactif? Si oui, c'est probablement ce qu'il faut privilégier. Et si c'est très long à mettre en place, alors là, il faut peut-être privilégier des leviers d'anticipation où vous direz, ben, une fois pour toutes, j'ai décidé de mettre un safety capacity ou d'augmenter ma capacité pour faire face à d'éventuelles situations auxquelles j'aurais à faire face. Après, on se repose évidemment quand on met un levier, quand on en met plusieurs. Pour faire face à une ou plusieurs situations, on revient sur la même problématique que la problématique 3, sauf que là maintenant, c'est en tenant compte de ces leviers d'agilité. Mais c'est à peu près les mêmes types de modèles que vous utiliserez. Au lieu de regarder si vous êtes agile avec votre supply chain nominale, vous regarderez si vous êtes agile avec tel ou tel levier qui ont été mis en place. Et à nouveau, vous ferez ça par rapport à une mesure d'agilité que vous aurez définie et vous ferez ça par rapport à une ou plusieurs situations que vous envisagez. Voilà, donc ça permet déjà de poser le cadre. Après, non seulement il faut qu'on regarde les leviers, est-ce que c'est plutôt anticipation, est-ce que c'est plutôt réaction, mais il faut aussi qu'on regarde les coûts et les impacts de ces leviers. Donc les coûts, mettez coûts au sens large, hein, mais coût impact, donc tout ce qui est CAPEX, est-ce que si c'est de l'augmentation de capacité, est-ce que ça demande beaucoup de CAPEX ou pas? Si c'est de l'augmentation de capacité en étant prêt rapidement à passer en 3 équipes, ça sera plutôt de l'OPEX. Si vous jouez sur les stocks, ça sera plutôt évidemment du cash en stock et des risques d'obsolescence. De plus en plus, on va mettre des impacts environnementaux, dont le CO2, mais pas que, et puis évidemment aussi des impacts sociaux de ces mises en place de ces leviers d'agilité, qui soient en anticipation ou en réaction. Donc tout ça, évidemment, ça va aussi amener à comparer des leviers d'agilité et à dire ah, celui-là, il est pas mal, il me rend agile plus que le deuxième, c'est-à-dire qu'il me permet de revenir à une situation nominale plus rapidement, mais attention, j'ai une grosse différence dans mes coûts impacts. Est-ce que je suis prêt à payer ça, entre guillemets, pour gagner 2 semaines d'agilité pour revenir à une situation nominale où je sers ma demande. Tout ça, dans la démarche qu'on met en place, on est obligé d'en passer par là pour comparer ces leviers d'agilité. Voilà. Après, je vais vous terminer par des leviers qui sont plutôt des leviers de pilotage au sens large. Et une des questions, c'est quelles sont les organisations et la gouvernance qu'il faut mettre en place pour favoriser l'agilité. Est-ce qu'il y a des organisations de travail, de collaboration, on va y revenir un petit peu après, mais ne serait-ce que collaboration interne entre les différents acteurs. Hein. L'agilité, c'est pas du tout uniquement le périmètre des directions supply chain de l'opération, c'est vraiment une question que doit s'approprier tout le CODIR et tout le COMEX et qui doit impliquer toutes les fonctions de l'entreprise, donc en particulier de l'organisation, et puis des problématiques de gouvernance qui apparaissent. Donc, je vais vous en citer une pour vous montrer un petit peu. Supposons que vous soyez dans des secteurs, par exemple comme le luxe, où vous avez quelquefois une supply chain totalement intégrée jusqu'au magasin. Hein. Donc, si je regarde un petit peu cette partie
qui pourraient être chez eux, stock monde, stock régional et puis magasin. Une des questions de gouvernance qui vont se poser, c'est est-ce que j'ai intérêt à descendre du stock le plus possible ou à le garder en amont, en particulier au niveau d'un stock monde, et à le partager le plus possible? La réponse est souvent, pas toujours, il faut regarder, mais la réponse est souvent, j'ai intérêt à le garder le plus mutualisé possible en amont, et puis je descends un petit peu le minimum qu'il faut ici, et je mets aussi le minimum en magasin. Pourquoi? Parce que en fonction de où sera ma situation de demande, je pourrais être le plus agile possible pour approvisionner, rééquilibrer tout ça. Alors ça marche bien, sauf si vous avez eu déjà des stocks qui sont préalloués pour des régions, voire pour des magasins, ce qui était souvent et encore quelquefois la logique dans le luxe, parce que ça suit des processus d'open to buy où ils décident des quantités par région, voire même par magasin. Donc, toute la question de transformation, c'est pour être plus agile, est-ce qu'on est prêt à remettre en cause tout ça? Et c'est évidemment des notions de gouvernance qui sont derrière. Je vous ai annoncé le SNOP, qui est un des processus Sales Operations Planning, ou IBP, qui est un processus fondamental de prise de décision de l'entreprise. L'agilité a évidemment sa place dans les processus de décision du SNOP, en particulier dans les scénarios. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on parle de scénarios dans les SNOP et les processus IBP. L'agilité, c'est rien d'autre qu'aller travailler des scénarios à l'avance pour voir what if, qu'est-ce qui se passerait si. Donc ça, c'est évident que la dimension agilité doit se gérer en particulier dans des processus SNOP. Et puis, je ne peux pas terminer sans réinsister sur la collaboration. J'ai déjà mentionné la collaboration interne entre les différents acteurs, mais évidemment, l'agilité, ça va aussi se chercher des collaborations avec les clients en disant, en travaillant ensemble les situations qu'on cherche à couvrir, les amplitudes d'agilité ou de situations qu'on cherche à couvrir, et ça peut se travailler avec certains clients. Et puis, avec les fournisseurs, qu'est-ce qui se passe? Que si vous installez des leviers de capacité réactifs, très bien, mais si votre fournisseur ne vous accompagne pas là-dessus, vous allez tenir peut-être quelques jours, quelques semaines, mais à un moment donné, ça va s'effondrer parce que votre fournisseur n'a pas été capable de vous accompagner. Donc, ça veut dire que tout ça, ça se discute éventuellement avec les fournisseurs, ça se met en place de façon collaborative. Ça se finance éventuellement avec les fournisseurs. Et quand j'ai des fournisseurs, mais ça peut être aussi des prestataires logistiques ou des prestataires de transport sur le maritime, etc. etc. Voilà. Donc, en résumé, voilà un petit peu une liste, je pense, assez exhaustive de toutes les questions qu'il faut se poser avant de se lancer tête baissée dans un programme de transformation de l'agilité pour les prendre une par une, se poser les bonnes questions, les travailler avec les bons acteurs et évidemment les intégrer dans ce programme de transformation que vous allez mettre en place, mais en suivant plus ou moins quand même la logique que j'ai montrée là, en particulier le travail sur les situations qui doit se faire avec tous les acteurs de l'entreprise et les clients et les fournisseurs pour bien poser le décor de situation, et puis après, on déroule, comment on mesure, etc. etc. Un dernier mot de conclusion. Dans la transformation agilité, il y a un dernier levier qui est essentiel que j'ai volontairement pas fait apparaître avant, c'est le mindset. C'est-à-dire que si les esprits ne changent pas, et si on est toujours à dire, ouais, mais il faut que je réduise mon coût, il faut, non, les financiers disent, moi, j'ai pas le droit d'investir plus que le minimum que, etc. On va pas s'en sortir. Donc, il y a un vrai travail d'évolution des mindsets. Et évidemment, la situation qu'on a vécue avec la crise sanitaire et la pandémie vont probablement aider. Mais comme vous le savez, il y a des choses qui s'oublient aussi un petit peu vite. Donc, c'est le bon moment pour mettre en place ces transformations, en espérant qu'on ne verra pas des situations aussi graves que la pandémie qu'on a vécue. Mais il y a bien d'autres cas où on a besoin
d'agilité, et c'est bien sûr là-dessus qu'il faut que les entreprises travaillent dans les mois et années à venir. Voilà ce que je voulais un petit peu vous partager. Et puis maintenant, on va pouvoir prendre éventuellement en complément des questions que vous pourriez avoir ou revenir soit sur ce que je viens de vous présenter, et puis sentez-vous libre aussi de revenir sur la première partie des programmes qu'on a à Centrale Supélec en supply chain et que vous a présenté Bruno. Alors effectivement, moi je vois apparaître quelques questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut mesurer le niveau d'agilité ou de résilience de la supply chain? Est-ce qu'on peut le quantifier? Alors oui, donc ça revient à un des points que j'ai soulevé. Alors effectivement, pour moi, c'est essentiel d'avoir une vraie quantification, parce que sinon, si on reste dans le qualitatif, vous allez interroger 10 personnes clés de l'entreprise et vous allez dire, je crois que ma supply chain elle est agile, regarde, etc. Et vous aurez probablement 10 réponses différentes. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer par des entretiens qualitatifs pour sentir un petit peu comment les gens se positionnent, faire remplir des grilles un petit peu qualitatives, ça peut être un bon début. Mais si on veut être factuel après, et en supply chain, il faut qu'on soit factuel, ça passe évidemment par des mesures, des mesures quantitatives de cette agilité. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, je reviens un petit peu là-desure. Donc, SCORE, donc l'organisme international qui a bien défini donc, beaucoup de processus de la supply chain, a mis en place une mesure d'agilité qui est orientée principalement vers une situation liée à un changement de demande. Et en gros, voilà, si le changement de demande arrive, donc il y a une demande nominale de 100, la demande est passée, alors souvent ils prennent 120, mais peu importe, X% plus grand, donc j'ai un step de 100 à 120. Je vais probablement, pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, suivant les supply chains où vous êtes, ne pas être en capacité de répondre à ma demande. Et donc, je mesure le délai qui va me permettre de revenir à une satisfaction parfaite de ma demande. Donc, vous allez peut-être mesurer ça en semaines et vous allez peut-être dire, tiens, ma supply chain actuellement, elle met 8 semaines. Elle mettrait 8 semaines si je rencontrais cette situation. Voilà, donc, nous, on a pas mal travaillé dessus, on l'a repris, on l'a décliné avec pas mal de choses, dont évidemment, c'est ce que je vous disais, ça s'applique aussi, on peut l'appliquer très bien sur des situations qui sont plutôt des situations internes de diminution de capacité ou des diminutions internes de perte d'un fournisseur ou d'avoir basculé sur un second fournisseur. Et à nouveau, on va essayer de voir l'impact que ça a sur la non-satisfaction du client. Et puis ça, on joue avec le même indicateur, c'est toujours le même indicateur quand on commence à mettre en place des leviers. Mais oui, c'est vraiment essentiel de bien définir la mesure de performance sur laquelle on veut travailler pour pouvoir être factuel derrière dans les comparatifs qu'on fait. Ok. Justement, quelle est la place des outils dans l'enjeu agilité et résilience? Alors, il y a deux façons de répondre. Enfin, il y a peut-être deux sous-questions là-dedans. Il y a peut-être une question de est-ce qu'il faut des outils pour mesurer l'agilité et la résilience et qu'est-ce qui se passe quand je mets en place des leviers? Donc ça, la première réponse est oui, puisqu'elle est liée à ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire qu'il faut factualiser, donc il faut avoir des modèles qui permettent de faire ça. Donc, soit on va aller éventuellement essayer de faire ça avec son propre APS, sauf que ça aura probablement des limites parce que votre APS, il va couvrir
votre supply chain à vous et pas forcément la partie amont ou la partie aval, ou bien développer des modèles. Donc, nous, on a pas mal travaillé là-dessus dans le cadre de la chaire supply chain avec nos partenaires pour développer un modèle d'agilité qui permet de prendre une supply chain comme celle que je vous avais montrée tout à l'heure, là, avec certains paramètres de capacité, de lead time, de frozen period, de stock, etc., et de calculer, d'estimer l'agilité de cette supply chain face à telle ou telle situation. Donc oui, il faut avoir un modèle pour faire ça. Donc ça, c'est une première façon de répondre à la question. Il y a peut-être une deuxième question qui était aussi derrière, qui est quid des outils SI, est-ce que je vais être agile avec mes outils SI ou pas? Donc ça, c'est effectivement un enjeu. Ça veut dire qu'il faut avoir des outils SI assez agiles pour pouvoir réagir rapidement. Je prends un exemple. Alors, ça ne sera pas forcément déterminant, mais un exemple, il y a beaucoup de gens qui font encore tourner TMRP à la maille semaine. Si vous voulez être sur des réactivités, vous n'êtes pas sur une réactivité de 8-10 semaines, où là, la maille semaine suffira. Si vous voulez être sur des réactivités de quelques jours ou 1 ou 2 semaines, si vous déjà vous perdez la fréquence de remise à jour de votre pilotage avec un MRP qui tourne 1 fois par semaine, ben ça va vous créer des difficultés à être agile. Donc oui, les outils, c'est important qu'ils soient prêts à être agiles, aussi en gouvernance, dont j'en parlais tout à l'heure, pour réallouer des stocks qui étaient peut-être bloqués, mais qu'on décide de réallouer quand on voit cette situation. Donc tout ça, à un moment donné, il va falloir que les SI soient derrière, sinon, je vous ai dit, les prises de décision, c'est très important, mais si vous prenez la décision et que le SI met beaucoup de temps qu'il faut faire beaucoup de choses manuelles avant que ça soit connecté dans le SI, vous allez reperdre tout l'enjeu d'avoir vos prises de décision rapides. Donc oui, les outils, soit pour mesurer, soit pour piloter, sont essentiels dans l'agilité et la résilience. D'accord, là j'ai une question d'un de nos participants. Je souhaiterais avoir des exemples concrets de KPI d'agilité. Ah, donc alors je redis, le premier KPI, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Celui qu'on appelle score, je crois, mais qui vient initialement, même si nous on l'a étendu, qui vient initialement de l'organisation score. Donc je redis, hein, c'est combien de temps, alors je généralise parce qu'il n'est pas présenté comme ça, mais je veux dire en général, c'est une situation générale, pour être ce produit à l'instant T, combien de temps, donc je vais probablement impacter mes clients, pendant combien de temps je vais impacter mes clients jusqu'à revenir à la situation nominale où j'ai un très bon taux de service, le taux de service nominal que j'avais avant. Donc ça, c'est vraiment le KPI majeur parce que c'est celui qui mesure le service client. Après, vous pouvez avoir d'autres indicateurs internes que vous utiliserez aussi, qui sont d'ordre 2 pour moi, qui est de dire au bout de combien de temps j'ai remis j'ai reconstitué mon stock, par exemple mon stock monde dont je parlais tout à l'heure, ou mon stock entrée usine. Voilà, ça c'est pas vu par les clients. Moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de répondre à nouveau avec un très bon taux de service à mes clients, mais ça m'intéresse aussi certainement de voir combien de temps ma supply chain revient à son état stable, qui ne sera peut-être pas le même qu'avant. Si c'est un fournisseur qui se plante, ça sera peut-être le même qu'avant, mais si c'est une demande qui est passée de 100 à 120, et si c'est permanent, j'ai oublié de dire tout à l'heure, hein, il y a encore des situations où il faut distinguer quant à savoir si c'est une situation temporaire ou permanente.
Mais si c'est une situation permanente, là, d'être passé à 100, de 100 à 120, ben, mon nouveau, mes nouveaux stocks, mes nouvelles capacités sont peut-être pas les mêmes, mais au bout de combien de temps je vais revenir à ça? Donc ça, c'est vraiment le KPI majeur. Et puis, autre situation dont j'ai moins parlé et dont on parle moins souvent, mais qui est quand même importante, il va y avoir aussi des questions de ma demande, au lieu d'augmenter soudainement, elle diminue soudainement. Regardez les parts de marché, etc., etc. Et là, ce qu'il va falloir, c'est que votre supply chain ralentisse le plus vite possible pour revenir à un état à nouveau nominal et pour pas avoir des surstocks, parce que s'il va produire dans ce cas-là, c'est des surstocks. Donc là, à nouveau, vous pouvez mettre en place un KPI qui dit au bout de combien de temps je suis revenu à une supply chain qui répond maintenant à cette nouvelle demande et qui a dégonflé les surstocks, peut-être même les surcapacités que je pourrais avoir. Donc, voilà des exemples de KPI, mais vraiment, c'est le premier qui est quand même le plus important, et le premier, il est standard, c'est-à-dire qu'il s'applique, il doit pouvoir s'appliquer, même si Score ne l'avait pas écrit comme ça, il suffit de le redécliner sur toutes les situations qui peuvent se passer, mais il est toujours, au bout de combien de temps, je reviens à ma situation de bien servir mes clients. Pour moi, c'est le KPI majeur d'agilité et de résilience. D'accord. Super. Il nous reste quelques minutes. J'ai encore une ou deux questions qui apparaissent. Alors, quand on a parlé d'outils, tu as parlé effectivement du service SI, hein, les systèmes d'information. Donc, ma question, c'est en fait, quels sont les acteurs dans l'entreprise qui doivent être impliqués justement dans une réflexion d'agilité? Ben, en fait, alors j'ai dit à un moment donné tous les acteurs d'entreprise, c'est-à-dire, Oui, donc c'est vrai. je vais redétailler plus. Mais en tout cas, c'est à nouveau, c'est comme un SNOP. Un SNOP, c'est pas un processus supply chain, c'est pas un projet supply chain, c'est un projet d'entreprise. Ben, l'agilité, c'est exactement la même chose. C'est pas un projet supply chain, c'est un projet de transformation au niveau de l'entreprise, enfin, voilà, qui doit impliquer tout le monde. Alors, à des degrés différents. C'est évident que la supply chain, l'industriel, ou plus généralement les opérations, vont être impliqués à l'ordre 1 parce que c'est eux qui vont être aux manettes de mise en place de pas mal de ces leviers. Mais beaucoup d'autres directions vont être appliquées. Les directions SI, parce que, encore une fois, une supply chain agile, c'est pas que du physique, c'est aussi de la prise de décision et donc la traduction dans le SI. Donc, les directions SI sont fortement impliquées. Les dimensions financières, contrôle de gestion, puisque vous avez vu que derrière, il y a des leviers et que ces leviers ont un coût, un impact plus ou moins important. Donc, il faut parler euro, donc il faut avoir une vision financière, comme on a dans le SNOP d'ailleurs, de la mise en œuvre de ces leviers. Donc là, on va parler de direction financière et de direction de contrôle de gestion au sens large. Et puis, on va aussi impliquer les directions marketing et sales parce que c'est eux qui vont être à même de construire les situations qui peuvent se produire, en tout cas vis-à-vis de ce qui peut se passer au niveau des produits ou au niveau des clients. Donc, on va travailler avec eux pour construire les situations en étant le plus raisonnable possible. Parce que si on dit il faut faire face à toutes les situations possibles et imaginables, on va probablement mettre en place une suragilité qui va coûter et qui se traduira pas dans les faits, en tout cas pas assez souvent, ou en tout cas il faut qu'on bosse ça avec le marketing pour voir avec eux qu'est-ce qui peut se passer sur les clients, qu'est-ce qui peut se passer aussi sur les fins de cycle de produits. Si à un moment donné un produit plaît moins, est-ce qu'on l'arrête pas plus vite? Mais si on l'arrête pas plus vite, comment est-ce qu'on a été agile pour justement freiner avant? Voilà, donc tout ça, c'est des questions. Et puis évidemment, avec un sponsorship du CIO, puisque encore une fois, c'est
c'est mon entreprise qui va être agile via évidemment l'agilité de la supply chain derrière. Donc c'est bien tous les acteurs. Après, tous ne jouent pas le même rôle là-dedans. Il faut bien définir les rôles, mais tous ont effectivement un rôle à jouer. Et j'ai oublié de citer, pardon, les achats qui ont un rôle essentiel, puisque les achats, eux, c'est tout le travail de collaboration avec les fournisseurs pour voir comment ils peuvent nous accompagner sur un travail sur l'agilité. Donc c'est bien toutes les fonctions de l'entreprise et évidemment aussi, puisqu'on va parler d'aspects sociaux là-dedans, les fonctions RH. Donc j'espère que j'ai oublié personne, mais en tout cas, le résumé, c'est toutes les fonctions de l'entreprise à des niveaux différents, avec des positionnements différents dans la transformation d'agilité, et tout le monde a bien un rôle à jouer là-dedans. Et comme le SNOP, le sponsor, c'est bien le DG, le CEO, le General Manager, etc. Ok, il nous reste 2 petites minutes. Une toute dernière question. Est-ce que la crise sanitaire, en fait, a fait évoluer cette approche sur l'agilité et la résilience? Alors, elle l'a fait évoluer déjà pendant la crise sanitaire, puisqu'il a fallu gérer des situations avec des besoins d'agilité. Et moi, en conseil, j'ai bien vu tous les clients avec qui on travaille, où c'était vraiment branle-bas de combat. Donc, je vous ai cité le cas plutôt orienté demande, où on avait un basculement de demandes magasins vers des demandes e-commerce, au début de livraison à domicile, puis les magasins ont très vite même avant la rouverture, accéléré sur le drive. Certains l'étaient déjà, d'autres moins, donc ils ont accéléré sur le drive qui était possible alors que Click and Collect ne l'était pas. Donc ils ont accéléré sur le drive, sur le e-commerce, et puis après, voilà, tout ça a permis de continuer à servir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas que les pure players qui soient les grands gagnants de cette période de Covid, mais ça s'est activé aussi dans plein d'autres endroits de la supply chain. Je vais vous en citer un par exemple, tout ce qui est grand import, plus personne. À un moment donné, c'était la Chine qui était bloquée, donc les containers ne partaient plus. Après, la Chine a été débloquée, donc les containers ont pu repartir, mais c'était l'Europe qui était bloquée, donc on ne savait plus les faire arriver. Donc, voilà, tout ça a demandé dans des entreprises, qu'elles soient industrielles ou de distribution, de réagir. Donc ça, dans les entreprises de distribution qui font du grand import, vous allez retrouver ça. Et puis dans les entreprises industrielles, automobiles, où à un moment donné, on avait à peu près tous des composants, sauf une carte électronique, sauf un composant électronique au sens large, qui bloque très vite. Donc là, on a vécu ça de l'intérieur. Maintenant, on espère, s'il n'y a pas de quatrième vague, que tout ça soit à peu près derrière nous, mais il va falloir tirer des leçons de toutes ces phases. Et clairement, on va voir des transformations autour d'agilité qui vont se mettre en place. Alors, est-ce qu'on se préparera à des crises aussi fortes que celles qu'on a vues? Mais moi, je tiens à rappeler qu'avant la crise qu'on a vue, il y avait déjà des situations auxquelles il fallait se préparer pour l'agilité et pour lesquelles les supply chains étaient pas toutes préparées. Les changements de taux de change, des pertes de parts de marché, et puis tout ce qui peut se passer en interne et vers les fournisseurs, un fournisseur qui dépose le bilan, etc., etc. Donc, oui, ce que j'espère, c'est pour ça que j'ai mis le mindset en dernier de ma présentation, j'espère qu'au moins le mindset de tout le monde en entreprise est tourné vers oui, on a besoin d'agilité et de résilience, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Après, quelle réponse apporter, ça va être au cas par cas, entreprise par entreprise, en fonction des situations auxquelles on veut faire face, mais certainement que l'agilité et la résilience sont venues maintenant au top de l'agenda de beaucoup d'entreprises. Donc, il faut surtout continuer là-dessus. Et pour celles qui n'avaient pas mis en place des programmes de transformation autour d'agilité et de la résilience,
c'est vraiment indispensable de le faire maintenant. Et voilà, et le webinaire avait pour humble objectif de juste vous faire prendre conscience de toutes les bonnes questions qu'il fallait se poser avant de se lancer tête baissée dans un programme de transformation. Mais évidemment, il y a de la méthodo, il y a de la démarche, il y a du projet à mettre là-dedans pour mettre en place ces transformations. Super. Bah, écoutez, on est juste pile à l'heure. Merci en tout cas de votre intervention, Yves et Bruno. Somme toute très intéressante. Donc, vous avez compris que pour une démarche d'agilité et de résilience, eh bien, on peut vous accompagner. Donc, j'hésiterai pas en fait à reprendre contact avec vous. Je vous remercie d'avoir été présent en fait sur ce webinaire. Et puis, bien évidemment, vous recevrez un replay pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée à vous. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Au revoir.